Bonsoir à tous et merci de prendre le rendez-vous, la tribune du gouvernement. C'est l'émission qui vous permet d'en savoir un peu plus sur les grands projets du gouvernement et les initiatives mises en route pour leur réussite. Les décisions majeures issues du Conseil des ministres seront passées en revue grâce à nos invités, des ministres du gouvernement et des responsables à divers niveaux pour cet exercice d'explication et de sensibilisation. Pour ce premier numéro de votre émission, la tribune du gouvernement, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, M. José Tonato est avec nous ce soir. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation avec vous. Nous allons parler du vaste chantier d'asphaltage des voiries urbaines. C'est vrai qu'on en parle beaucoup en ce moment. Le dernier Conseil des ministres en a fait cas. À la lecture du relevé, on est tenté d'affirmer que les choses se précisent déjà à ce niveau. Monsieur le ministre va le confirmer tout à l'heure. Mais juste d'un mot, rappeler que les amis téléspectateurs qui nous suivent en ce moment peuvent participer à cette émission en adressant le message sur deux numéros, le 96 44 98 43 ou le 64 33 75 21. Ce sont les numéros qui vont s'afficher à l'écran d'un moment à l'autre, si ce n'est pas le cas. Voilà, c'est fait. Donc, le top est ainsi donné pour l'interactivité de cette émission. Les téléspectateurs pourront vous poser quelques questions à la fin, donc, disons, à la deuxième partie de cette émission. Monsieur le ministre, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous inviter à suivre avec nous l'intervention, un bref extrait de l'intervention du chef de l'État. Ce sont des propos recueillis tout à l'heure même à la salle du peuple de la présence de la République. Vous y étiez. On va suivre les propos du chef de l'État. Nous ne sommes pas en politique. Rien n'est politique, rien ne sera politique. Il s'agit d'améliorer notre cadre de vie commun. Et si nous avons rassemblé les 5 communes qui sont Sémekpodji, Porto-Novo, Ouidah, Cotonou, Roubaix-Calavi, c'est parce qu'il y a 3 projets qui vous concernent spécifiquement. On rencontrera quelques autres communes après pour des projets qui les concernent spécifiquement. Puis, le bitumage, le pavage, l'asphaltage des rues de ces 5 communes, avec lampadaires dans toutes les rues, les feux tricolores partout. Quand on aura fini, il n'y aura plus une seule rue qui n'aura pas de feu tricolore ni de feu d'éclairage. Ça concerne les 5 communes. Voilà, ce sont des propos recueillis tout à l'heure même lors de la rencontre entre le chef de l'État et les 5 maires du Grand Okoué, de ce qu'on appelle le Grand Okoué, c'est-à-dire les villes de Cotonou, Porto-Novo, Sémekpodji, Abomey-Calavi et bien évidemment Porto-Novo. Ce sont ces maires-là qui se sont retrouvés avec les conseils communaux autour du chef de l'État et bien sûr de quelques ministres pour faire un tour d'horizon de ces grands projets. Monsieur le ministre, de quoi retourne cette démarche? Merci, monsieur le journaliste. C'est une démarche simple, mais qui participe de la volonté du chef de l'État de conduire le développement de ce pays de façon inclusive, de façon participative. On a l'habitude de dire qu'il n'y a pas 1 centimètre carré du Bénin qui n'appartienne pas à une commune. Et le gouvernement et le chef de l'État en tête ont bien compris que la réussite, le succès de la mise en œuvre d'une bonne part du plan d'action du gouvernement PAG 2016-2021 dépend de la construction et de la consolidation d'un partenariat actif et très fort entre l'État et les communes. Donc l'État s'est engagé, après avoir réfléchi, vous avez vu que ça fait 1 an, mais c'est un an pendant lequel le gouvernement s'est fortement mobilisé. Nous avons travaillé sur le diagnostic, nous avons préparé les projets, nous avons lancé le programme d'action du gouvernement et là nous rentrons dans la phase opérationnelle. Il y a un certain nombre d'études qui sont en cours, mais avant d'aller plus loin, nous avons jugé nécessaire de parler avec les communes parce que la mise en œuvre se fera de façon partenariale avec elles.
Alors, comment est-ce que ça ça consolide va se concrétiser? la décentralisation et ça consolide par là même la démocratie. C'est ça la démarche la plus durable et c'est dans ça que le chef de l'État a engagé le gouvernement. Alors, vous allez parler de partenariat, cela repose sur une convention, sans doute. Comment est-ce que cela va cela s'articuler? repose évidemment sur une convention autour de projets concrets. Ça veut dire que le gouvernement va accompagner les communes dans la mobilisation des projets, dans la mobilisation des ressources pour mettre en œuvre un certain nombre de projets phares. Mais dans le cadre d'une coopération assez bien claire. L'État a un certain nombre d'engagements vis-à-vis de ces communes-là, à savoir identifier et ces projets structurants. C'est ce qui a été fait dans le PAG. Maintenant, nous passons à la phase opérationnelle et avant de boucler la phase étude que l'État conduit, nous devons la conduire avec les communes. Donc, il y a la conduite des études, il y a la mobilisation des ressources, il y a la mise en œuvre de ces projets-là, et il y a un peu la gestion et la phase où l'État peut passer la main aux communes. Voilà un peu les engagements de l'État. Et dans le cadre de ce même contrat cadre, de cette convention cadre, les communes auront à mobiliser la ressource foncière, mettre les terrains à disposition, contribuer au financement, parce que vous savez, il faut montrer de la volonté à faire et de la volonté à conduire. Même si c'est des participations symboliques, les communes devront montrer leur contribution à participer. Et surtout, s'intéresser vraiment dans le cadre d'une pérennisation à renforcer leur capacité, l'État va les accompagner, et surtout à poser les bases d'une pérennisation et d'un transfert quand les deux partenaires le jugeront nécessaire de ces infrastructures-là. Donc, un projet de convention cadre a été remis à ces 5 communes. Elles vont l'analyser. Nous allons retourner vers elles d'ici à la fin de la semaine pour intégrer leur contribution et passer à une phase concrète, ça va signer les contrats cadres et démarrer les projets. Voilà, il faut rappeler juste d'un mot qu'il y a l'asphaltage des voies, mais en dehors de ce volet, il y a d'autres volets qui concernent les projets urbains inscrits dans les projets structurants. Absolument. Vous savez que le cadre de vie et le développement durable a un portefeuille de 11 projets phares sur les 45 du gouvernement et que les 6 communes du Grand Nokoué qu'on a rassemblées aujourd'hui, à savoir Porto-Novo, Semen-Podi, Cotonou, Abomey-Calavi et Ouida, sont concernés par 4 projets spécifiques qui sont des projets structurants parce que ces projets-là permettent de doper l'économie. On dit que les villes doivent devenir les moteurs de la croissance économique et du développement social. Et c'est ce que ces projets vont aider à faire. Vous avez parlé du projet asphaltage. Il s'agit de faire de la réhabilitation et de l'extension, de la modernisation du réseau de voirie. Je veux parler des rues et du réseau d'assainissement, à savoir les caniveaux et les collecteurs de 9 villes du Bénin. Et ça concerne un global de 620 km. C'est du jamais vu au Bénin depuis 57 ans. Et pour les 5 communes qui ont été rassemblées aujourd'hui, il y a 4 communes qui sont concernées par pratiquement les 2 tiers de ce linéaire que j'ai cité tantôt. Il y a Porto-Novo, il y a Semen-Podi, il y a Cotonou et il y a Abomey-Calavi. La ville de Ouida étant concernée par un projet très thématique qui est un projet de développement touristique qui inclut une forte dimension d'aménagement de voies également. Donc voilà, 380 km de voirie primaire, de voirie, quand on parle de voirie primaire, c'est des axes comme le boulevard Saint-Michel, comme l'avenue Stémez, comme le boulevard du Canada, ou de voiries secondaires qui sont des pénétrantes dans nos villes. Et donc 380 km de voies et de caniveaux seront ou soit bitumés, pavés, avec les trottoirs aménagés et l'essentiel, sinon la totalité du mobilier urbain mis en place. Je veux parler de l'éclairage public, je veux parler des poubelles pour qu'on ne jette plus un peu partout ce qui se passe dans nos villes actuellement. Je veux parler également des banquettes dont nous aurons des rues éclairées,
des rues bien aménagées, un aménagement, comme on le dit, de façade à façade. C'est-à-dire quand on part de la façade gauche de la clôture, on va jusqu'à la clôture droite. En passant par le trottoir, la chaussée, le terre-plein central et les aménagements qu'on a qui rendent plus agréable, plus convivial et notre environnement urbain. Nous aurons à planter des arbres, à aménager des espaces de verdure, vous voyez. Donc tout ça, comme les images qui ont été affichées dans la ville et qui ont circulé abondamment sur les réseaux, ce n'est pas de l'utopie, c'est une réalité. Et nous sommes là en train de démontrer que nous rentrons dans la phase concrète. Mais voilà, Monsieur le ministre, on se rappelle depuis la fin, sinon je vais dire la phase active de l'opération de libération du domaine public, beaucoup de voix se sont élevées pour savoir un peu la suite à donner à toute cette opération. Vous l'avez dit, il y a des maquettes qui ont été apposées un peu partout dans la ville. Et certains ont dit mais que ça fait rêver, que des éléphants blancs, on en a vu dans ce pays. Où en sommes-nous exactement pour ce qui est de l'asphaltage des voiries urbaines? Où en sommes-nous? Alors, en ce qui concerne la libération du domaine public, je ne voudrais pas plus m'étendre là-dessus. Nous en avons parlé abondamment. C'est une opération douloureuse. Le chef de l'État lui-même l'a dit et a dit clairement qu'il comprend la peine et la pénibilité que ça a représenté pour nos populations. Et nous avons présenté des excuses pour ça. Mais c'est pour construire. Et ce projet qui démarre apporte la preuve que ce n'est pas une décision en l'air, c'est une démarche constructive, cohérente, qui aboutit vraiment à l'amélioration de notre cadre de vie. Parce que le défi du PAG, c'est la transformation fondamentale, en profondeur de notre cadre de vie, mais dans le sens positif. Alors, où est-ce que nous en sommes pour l'étude asphaltage? Vous savez qu'on parle d'asphaltage parce que l'asphalte, c'est le bitume. Absolument. C'est le revêtement qu'on trouve sur la chaussée, ou c'est la chaussée tout court. Donc c'est un mot emblématique pour nous, signifie quelque chose, que nos voies vont être désormais revêtues, vont être enfin revêtues, ce qui est devenu une denrée rare dans Cotonou depuis, et dans nos villes, surtout les villes secondaires, depuis un certain nombre de temps. Nous avons conduit toute la phase de passation des marchés pour recruter des bureaux d'études qui vont conduire actuellement les études techniques d'élaboration des avant-projets sommaires et des avant-projets détaillés, y compris les études d'impact environnemental et social. Ces études ont été validées, ce recrutement a été validé par le gouvernement le mercredi dernier, et nous sommes là pour démarrer les études. Donc, il y a 8 bureaux, pas 8, pardon, excusez-moi, c'est 9 villes qui sont concernées, je ne les ai pas toutes citées les villes de Cotonou, Porto Novo, Abomey Calavi, Semekpodi, Parakou, Abomey Boyikon, Natitengu et Lokossa. Vous les connaissez mieux que moi, et donc les bureaux d'études vont démarrer donc, pour 8 mois les études techniques approfondies et les études environnementales. C'est ça que nous enclenchons maintenant. Et donc, dans les 8 mois qui viennent, ça va être ça. Et nous passerons ensuite à la phase de recrutement des entreprises pour la réalisation des travaux. Vous voyez, de 8 mois d'ici à 8 mois, nous sommes à la fin de l'année. Nous passerons les marchés. C'est pourquoi nous avons dit que les travaux vont effectivement démarrer dans le 2e trimestre de 2018. Mais il y a un autre défi que nous nous sommes lancés, c'est-à-dire qu'il y a une part que nous considérons comme une part prioritaire, pour lesquelles nous souhaitons que les études soient finies plus tôt. Si tout va bien, ça finira au bout de 6 mois. Et ça, ces études-là, cette partie-là, ça concerne la ville de Cotonou pour des zones extrêmement critiques que nous allons traiter à partir du 1er trimestre de 2018 si les études sont abouties. Donc là, nous démarrons effectivement les études techniques. Vous vous doutez bien que si nous avons pris ce tournant décisif, c'est que les financements sont mobilisés. Absolument. Qu'en est-il de la mobilisation des ressources? Et pour quel coût? Ah oui, le coût, on peut en parler rapidement pour les 600
620 km de voies concernées, de rues concernées et d'assainissement. Nous sommes à peu près aujourd'hui à 380-400 milliards. Pourquoi je le dis ainsi? Parce que nous n'avons pas encore les études détaillées, parce que nous n'avons pas encore les études APD bouclées. Vous savez, nous pourrons arriver également avec, et ça va venir, le trafic va faire que nous aurons quelques carrefours dénivelés, où on va passer quelques échangeurs pour fluidifier la circulation. Vous vous doutez bien que tout ça, c'est pour améliorer la mobilité dans nos villes, c'est pour permettre que de meilleurs services en termes de transport public, en termes d'éclairage, en termes de gestion des déchets, parce que quand il y a des rues bitumées, on peut passer des camions de porte à porte pour ramasser les déchets et consorts. Donc, près de 400 milliards. Mais nous aurons le chiffre définitif à la fin des études et surtout à la fin de la proposition que les entreprises vont faire. C'est qu'à ce moment-là qu'on connaît vraiment le coût d'un projet. Mais globalement, nous sommes dans ces enveloppes-là. Et je le disais, si on a décidé de passer à cette phase, c'est que la plupart des engagements sont pris au niveau financier. Vous avez noté avec moi que depuis pratiquement 2 mois, nous avons la lettre de confort avec le FMI parce que nous sommes arrivés à un accord. Et qu'à partir de ce moment-là, tous les partenaires financiers, je veux parler des banques internationales comme la BAD, la BID et autres, sont mobilisés pour accompagner. Donc sur les projets qui ont été annoncés aujourd'hui, les financements sont prêts. Nous sommes passés à la phase étude et nous attendons impatiemment la réalisation et la mise en œuvre. Tout cela, Monsieur le ministre, demande un suivi et il faut également définir une stratégie pour permettre la mobilité dans ces villes-là au moment où ces chantiers vont véritablement démarrer. Vous savez déjà que sans ces chantiers, on éprouve beaucoup de difficultés pour traverser certaines rues aux heures de pointe. Comment est-ce que vous réfléchissez à tout cela? En général, c'est compris dans les études. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une étude d'impact environnemental. C'est pour ça qu'on la complète de plus en plus par une étude d'impact social. Parce que des fois, il y a des personnes qui sont touchées, ce qu'on appelle les personnes affectées par le projet. Il y a des personnes qu'il faut réinstaller, il y a des personnes qu'il faut reloger. Et donc, il y a également tout un volet d'aménagement des voies, de dégagement, des voies de déviation, comme on les appelle. Tout ça est pris en compte. Nous avons fini avec l'époque où on provisionnait des montants pour aménager les déviations et qu'on ne le faisait plus. Vous vous doutez bien qu'un contrôle technique serré sera mis en place pour que tout ce qui a été prévu par les études d'impact environnemental et le plan de réinstallation soit exécuté et que dans la planification, parce que Cotonou, par exemple, a été divisé en 3 parties. On n'ouvrira pas les 200 km de voirie à aménager dans Cotonou le même jour. On va travailler méthodiquement pour permettre que, pour réduire au maximum vraiment les désagréments. Mais vous savez, on ne réduira jamais à 0 les désagréments. Je suis désolé, mais il faut quand même casser les œufs avant de faire les omelettes. Donc nous allons faire au mieux pour que nos concitoyens ne le vivent pas avec difficulté, ces périodes-là. Mais ça va être travaux qui vont être ouverts pour à peu près 2 ans, 2 ans et demi, 30 mois, donc ça va durer un peu. Voilà, tout à l'heure, quelques questions des téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, Monsieur le ministre. Mais avant, parlons un peu des sociétés qui vont s'investir dans ces chantiers. C'est vrai que quand on parle de chantier chez nous, il y a aussi la main-d'œuvre locale qu'on doit pouvoir prioriser, l'expertise locale qu'on doit solliciter. Est-ce qu'on est sûr, est-ce qu'on est, disons, en droite ligne avec cette logique qui demande que les chantiers qui sont ouverts chez nous puissent être assumés en partie, tout au moins par les nationaux? Il y a quelque chose de simple qui est une donnée
économique que toute entreprise qui pense bien fait. Vous déménagez un ouvrier de la France à Cotonou, il va vous coûter extrêmement cher. Vous délocalisez un ouvrier spécialisé du Maroc ici, ça va vous coûter cher. Donc même si des entreprises internationales sont engagées, et nous souhaitons qu'elles le soient, parce qu'il y a un savoir-faire que nous n'avons pas encore. Si on l'avait, nos entreprises seraient en train de concurrencer et de concourir sur le marché international. Nous n'avons pas. Nous souhaitons vraiment que ces entreprises viennent, mais qu'elles nous aident à acquérir des compétences et des capacités. Mais je peux vous garantir que 80% de la main-d'œuvre, y compris même de la main-d'œuvre intellectuelle, technique, comme les ingénieurs, comme des agents de maîtrise, comme des contrôleurs de chantier, ça se passera chez nous ici. Nous devons nous mobiliser, apprêter nos entreprises, nos curriculums vitae pour participer à ça, parce que ça va être, je ne sais pas si vous avez une idée, mais ça va être le Bénin sera un chantier à 100% totalement ouvert à partir de 2018. Et c'est de cela qu'il s'agit. Et je me demande même s'il y en aura assez, si nous aurons assez de main-d'œuvre pour faire face à ce qui va démarrer. Autrement dit, par rapport à ça, je suis confiant. Autrement dit, c'est des chantiers qui annoncent une main-d'œuvre abondante. Absolument. Absolument. Il y a que, vous savez, on a l'habitude de dire que lorsque le bâtiment va, lorsque les travaux publics vont, tout va, l'économie va. Ce n'est pas pour rien. Ça mobilise tout le monde. Jusqu'à la bonne dame qui vend de la bouillie, ça mobilise tout le monde. Mais il y a du travail spécialisé pour les entreprises, pour les ingénieurs, pour les ouvriers, pour tout le monde. Pour tout le monde, sur toute la chaîne possible. Voilà pourquoi je dis que nous n'avons aucune inquiétude. On ne pourra pas délocaliser 500 000 ouvriers ici pour travailler. Non, ce sont les nôtres qui vont travailler. Et c'est en cela que ce projet est un projet économiquement structurant de l'économie locale. Je l'ai dit cet après-midi, ça va, parce qu'il y aura de la voirie bitumée, le foncier va prendre de la valeur, l'investissement privé va prendre de la valeur, la taxe locale, qui est la taxe foncière unique que prend la ville, va prendre de la valeur. Et nous entrons là dans une dynamique d'accroissement des ressources financières de la ville et des communes pour être en capacité d'investir, être en capacité d'entretenir. Nous sommes vraiment là en train de travailler sur des projets qui vont accroître l'autonomie financière de nos communes. Voilà, Monsieur le ministre, les téléspectateurs vous suivent en ce moment. Ils sont très intéressés par ces projets-là qui devraient concerner leur ville. Disons que pour la première phase, sinon la phase en cours du projet asphaltage, 9 villes sont concernées, on l'a dit. Mais quel est le choix? Disons, qu'est-ce qui explique la pertinence du choix de ces villes-là? Parce qu'il y a d'autres villes encore qui sont en rade. Oui, il y a d'autres villes qui sont en rade, mais qui ne le sont pas réellement. Tous les Béninois, lorsqu'on a présenté le programme d'action du gouvernement, il y a les projets phares, il y a les projets prioritaires. Nous avons un autre programme qui s'appelle le programme Ville durable, où il y a une trentaine de villes, qui ne sont certainement pas toutes ici, que les collègues du ministère du cadre de vie ont commencé à visiter déjà. Il y a les villes secondaires, des villes plus petites, qui jouent un rôle fondamental dans la mature urbaine de notre pays. Et méthodiquement, on regarde dans les différents secteurs qui nous concernent, à savoir l'aménagement du territoire, le développement urbain, les infrastructures, c'est-à-dire la voirie urbaine, et on identifie les priorités et on travaille dessus. Ces 9 villes ne seront pas les seules. C'est vrai qu'elles, en termes d'investissement, ce sera plus massif et plus structurant et plus visible. C'est la première phase. Mais les autres villes bénéficieront également d'investissements concernant nos rues, et des instruments très identiques, peut-être dans une moindre proportion pour cette fois-ci. Il y aura d'autres fois, vous savez, comme l'a dit le président cet après-midi, on ne peut pas tout faire en un mandat. Donc il faut commencer quelque part. Et voilà, les populations veulent savoir si elles sont prises en compte dans cette première phase. Vous voyez, il y a pas mal de questions déjà, elles envoient des questions. Ce téléspectateur, par exemple, nous dit, est-ce que
les deux KP, Kouandé, Kéroupe et Ouko, bénéficieront de ces infrastructures routières. Est-ce que les deux KP sont concernés? J'avoue qu'avant cette émission, lors de la préparation, on a essayé, avec des illustrations, de montrer un peu les villes qui sont concernées, les quartiers qui sont concernés. Mais il faut avouer que c'est un travail titanesque. On ne peut pas lister ici toutes les zones qui ont été couvertes, mais déjà, Monsieur le ministre, étancher la soif de ceux-là qui veulent savoir. Ce téléspectateur qui depuis Kouandé, nous demande si les deux KP sont concernés, en matière, enfin, si les deux KP seront couverts en matière d'infrastructure. L'Atakora sera couvert en matière d'infrastructure. Dans cette première phase, vous savez, quand on parle de 30 villes, on a 12 départements. Ça veut dire qu'on a au moins 2 ou 3 villes par département. Et en citant les secteurs dans lesquels nous intervenons, j'ai parlé d'aménagement du territoire. Et donc, de la logique d'aménager les pôles qui contribuent au développement de leur hinterland. Nous allons éviter le saupoudrage qu'on a observé ces 10 dernières années. Ça ne sert à rien d'aller déposer 1 km, 1,5 km de pavés dans 5 villes ou dans 10 villes pour faire 15 km et que ces villes ne soient pas connectées entre elles. C'est de l'investissement, comme on dit, jeté par la fenêtre parce que c'est du saupoudrage. Si parmi ces 10 villes-là, vous identifiez une qui joue le rôle principal de pôle et que vous déposez dans un premier temps les 15 km de voies dans cette ville-là, pour doper son économie, elle va aider les autres villes à se développer parce qu'elle va attirer des investissements qui vont permettre de développer l'Interland. C'est dans cette logique-là. Et à partir de l'agenda spatial, qui est notre schéma national d'aménagement du territoire, qui a été adopté, le gouvernement n'était pas encore là, en 2015, que nous avons fait un travail pour identifier quelles sont les villes pôles et qui permettent d'irriguer tout le territoire national et de rendre et de structurer, si vous voulez, l'infrastructure sur tout le territoire national. Voilà dans quelles conditions ces villes ont été définies. Mais je ne veux pas répondre précisément Absolument. à une préoccupation précise, votre mais je continue de dire que nous ne sommes que dans une première phase. Nous ne sommes que dans une première phase. Et que, au fur et à mesure que ça va évoluer, tout le monde sera desservi. Voilà, vous avez sans doute fait ce constat, en tout cas le téléspectateur qui nous suit en ce moment, l'un des téléspectateurs l'a fait. Le constat, c'est de constater que on assiste avec impuissance à la recolonisation des zones, des espaces libérés par endroits, et certains espaces sont devenus des dépotoirs, comme nous le signale ce téléspectateur. Il demande quel est le plan d'aménagement de Nassidengou par rapport à la maquette qui a été rendue. Vous avez dit qu'il est difficile chaque fois de revenir à chaque région, mais déjà ce constat-là qui est quand même frappant, des zones libérées qui sont recolonisées par endroits, et certains sont devenus des dépotoirs. Nous sommes conscients de ce problème. Nous l'avons constaté et nous le déplorons vraiment. Le chef de l'État même a organisé une réunion très récemment avec mon collègue de l'Intérieur et moi-même sur le sujet, parce que nous avions responsabilisé les commissariats d'arrondissement pour le maintien des espaces libérés jusqu'à ce que les travaux démarrent. La libération des domaines n'est pas conditionnée par les travaux à venir, parce qu'il faut que nous comprenions que le domaine public n'est pas fait pour être occupé comme il est. Quand vous occupez le trottoir, le piéton descend sur la chaussée et n'est plus en sécurité et en danger. Quand il y a une maison qui prend feu quelque part en plein incendie et que vous occupez le domaine public, c'est difficile pour le pompier d'aller sauver les gens. Voilà pourquoi le domaine public est conçu pour drainer les réseaux, la voirie, l'assainissement, l'électricité, l'eau, le téléphone, les bouches d'incendie, tout ce qui permet à la vie d'être agréable en ville. Il ne faut pas l'occuper. Mais pour
rendre, parce que nous sommes dans la logique de transformation de notre cadre de vie, cette libération va être suivie par l'opération asphaltage, comme on l'a dit. Donc les espaces qui sont actuellement occupés vont être relibérés dès lors que nous allons démarrer les travaux. Mais nous n'allons pas attendre le démarrage des travaux pour libérer les espaces que nous avons déjà libérés. Nous sommes en train de nous mobiliser pour que de façon participative avec les collectivités locales, comme le chef de l'État l'a dit aujourd'hui, nous conscientisions, nous parlons, nous communiquions avec les gens pour que les autorités locales nous aident à maintenir ces espaces-là, non seulement libres, mais propres. Notre pays aussi a besoin de propreté et c'est comme ça qu'on peut, en réglant un problème d'hygiène, être en bonne santé. Donc, il ne s'agit pas seulement d'aménagement, il s'agit aussi d'hygiène, de salubrité et surtout de sécurité. L'espace public, le domaine public est conçu pour notre sécurité et la qualité de vie que nous devons avoir en ville. Voilà, l'asphaltage des voies, nous sommes dans la phase active. Un téléspectateur veut savoir si la route d'Assa-Djougou, qui a été lancée depuis un certain temps, sera, disons, cette route-là sera dans l'effectivité des chantiers qui s'ouvrent. D'Assa-Djougou. D'Assa-Djougou est une route. Bien sûr. Donc c'est une infrastructure interurbaine entre deux villes. Logiquement, il ne s'agit pas de voies urbaines. Donc, je ne suis pas la personne indiquée. Concernée. Peut-être on va s'adresser au ministre des Infrastructures et des Transports. Idem pour cette question-là qui nous vient de nos téléspectateurs qui demandent à quand, bien sûr, la prise en compte du pont de Porto Novo, un pont quand même qui suscite quelques inquiétudes par moment, il faut le dire, quand on travaille. Tiens, le pont de Porto Novo a été encore l'objet de préoccupations très précises du chef de l'État. Cette semaine, nous étions en discussion avec un bureau d'études, de techniciens qui sont arrivés. Il a dit, est-ce que vous avez regardé le pont de Porto Novo? Allez voir ce qui se passe. Et pourtant, le ministre des Infrastructures a déjà diligenté une étude technique et les travaux vont être réalisés. Les études ont démarré et il vient de signer le chantier, le marché. Donc c'est une préoccupation qui est déjà prise en compte, réellement et concrètement. Alors, les études de faisabilité, vous avez dit que tout est fin prêt pour que, à ce niveau-là, l'urgence soit dans l'effectivité. Un téléspectateur veut savoir comment est-ce que les bureaux d'études commis à cette fin ont été recrutés. Vous voyez un peu comment est-ce qu'on cherche à aller voir dans le détail des choses. Oui, c'est tout à fait normal et légitime. Tout se fait dans le cadre de la mise en œuvre du PAG, dans le respect des procédures du Code des marchés publics. Le Code des marchés publics prescrit plusieurs possibilités pour recruter selon la nature des projets et c'est ce que nous faisons en regardant très bien et pour choisir le mode le plus adapté. Dans le cadre effectivement de ce projet asphaltage, vous vous souvenez très bien que début mars, nous étions en France avec le chef de l'État parce que voulant aller vite, le chef de l'État a voulu faire une consultation internationale pour contracter avec des bureaux d'études internationaux, étrangers. Mais nous nous sommes rendus compte que nous avions également ici au Bénin des capacités, des bureaux d'études qui ont travaillé de façon correcte et compétente dans le secteur de la voirie urbaine et de l'assainissement depuis 1990. Donc depuis au moins 27 ans. Ils ont un savoir-faire, ils sont cooptés par ces bureaux d'études internationaux-là. Donc, nous avons vu par rapport au volume du travail, consulter un certain nombre pour faire une proposition assez acceptable économiquement pour nous, selon l'enveloppe du budget. Donc, c'est 3 bureaux d'études béninois qui ont été retenus selon les règles des marchés publics. Je ne souhaite pas rentrer dans les détails approfondis, ce n'est pas nécessaire, mais je voudrais rassurer l'interlocuteur pour dire que nous devons être fiers que pour des travaux aussi complexes, nous ayons pu trouver des bureaux béninois capables d'assurer. Dans le même temps, le ministère est en train de renforcer ses capacités de maîtrise d'ouvrage. Et là, nous avons choisi, et si vous avez bien suivi
le résumé du communiqué du Conseil, il a été choisi également une assistance à maîtrise d'ouvrage pour accompagner le ministère du cadre de vie et développement durable dans le suivi, la supervision technique et administrative de cet important projet. Nous ne l'avons jamais fait dans notre pays. On ne l'a jamais fait dans un pays africain à cette ampleur-là. Donc nous avons décidé de prendre une assistance à maîtrise d'ouvrage internationale et un bureau va également nous accompagner dans ce cadre-là. Voilà, Monsieur le ministre, avant de répondre aux autres questions laissées par les téléspectateurs, d'un mot, parlons un peu des autres projets structurants. On a dit que des marchés seront construits. La ville de Cotonou va bénéficier d'un certain nombre de marchés. Je crois que c'est la ville qui va bénéficier d'un nombre important de marchés relativement par rapport aux autres. Parlons un peu de ce volet-là. Vous savez que les marchés, dans notre culture africaine, c'est un peu comme le sang qui coule dans nos veines. C'est la vie, c'est l'économie de nos cités. Et si les marchés dysfonctionnent, si les marchés sont malades, nos communes, nos villes seront malades. Et c'est ce qui se passe. Il se trouve que nous avons des marchés qui sont tombés en totale désuétude de par leurs infrastructures et qui font que, étant à pratiquement à 54% de taux d'occupation, donc la moitié de ces marchés sont vides et nous avons des gens dans les rues. Simplement parce qu'il n'est pas agréable pour les gens d'aller dans le marché. Simplement parce qu'il n'est pas agréable pour les gens de passer une journée dans un environnement qui n'est pas agréable pour la santé. Et dans le même temps, vous avez des gens, d'autres personnes qui sont dans la rue et qui vous font une concurrence déloyale. Et qui, par-dessus le moyen, ne payent pas autant de taxes que vous. Voilà la situation dans laquelle on est. Et l'un des moyens de relancer l'économie locale, urbaine de la ville de Cotonou, c'est de redonner une autre vie à l'ensemble de ces marchés-là. Le chef de l'État a l'habitude de dire que la ville de Cotonou a des marchés ruraux, des hangars. Quand vous allez dans d'autres villes, comme Abidjan, vous regardez le marché de Trècheville ou ailleurs, vous regardez comment les marchés sont aménagés sous forme de halles agréables avec toutes les infrastructures qu'il faut. Et c'est ce que nous avons décidé de faire. Nous avons fait un état des lieux. Nous avons trouvé sur le terrain 17 marchés d'arrondissement, donc des marchés d'une certaine taille, qu'on peut appeler des marchés secondaires. Nous avons trouvé 18 marchés de quartier, donc on a un total de 35 marchés. Aujourd'hui, il y a de nouveaux marchés qui seront construits en plus dans les zones comme Tokplegbe ou ailleurs, où on a également identifié les terrains sur lesquels ces marchés seront construits. Donc, globalement, c'est ce programme de marché-là qui va être mis en place. Tous les marchés seront construits. Reconstruits, ça veut dire raser. Les sites de relocation sont déjà presque, nous avons fini de les identifier. Il y aura également une programmation. Un marché de quartier, quand vous menez les travaux tambour battant, en 6 mois, vous avez fini. Mais un marché secondaire, vous pouvez le finir en 1 an. Ce programme aussi démarre. Et donc, c'est les 35 marchés de Cotonou, plus quelques nouveaux marchés dont nous n'avons pas fini de déterminer le nombre. Parce qu'il y a quand même une norme. Si on veut regarder la norme et atteindre le niveau qu'il faut, il faut une bonne 50aine de marchés pour permettre à Cotonou de bien tourner. Donc, voilà la situation. Pour Cotonou seul, comme vous avez dit, c'est un investissement d'à peu près 75-80 milliards de nos francs CFA pour ces marchés-là. Mais il y aura également des marchés de taille urbaine ou régionale dans les autres villes, comme le marché régional de Porto-Novo, comme le marché régional d'Abomey, comme un certain nombre de marchés urbains à Parakou. La discussion continue avec d'autres villes, comme Abomey-Calavi, qui est aujourd'hui l'agglomération la plus peuplée, avec plus de 700 000 habitants. Vous avez Godomé, vous avez Abomey-Calavi lui-même. C'est vrai, Abomey-Calavi, dans le cadre des projets FA, va accueillir le marché de Gros, qui est le marché qui va accueillir finalement tous les vivriers qui descendent du septentrion pour nous. Mais en plus de ça, il y aura 2 marchés. Nous allons identifier les sites avec le maire
est commencé. Nous avons parlé d'autres marchés aujourd'hui comme Huida, comme Paou. Nous sommes convaincus que le marché est certainement l'infrastructure par excellence pour structurer l'économie, pas nationale, mais l'économie locale. Et si les économies locales se portent bien, il n'y a pas de raison que l'économie nationale ne redécolle. C'est dans ce sens que ce travail sera fait. Mais, monsieur le ministre, disons-le net, à l'annonce du programme de construction des marchés, certaines voix se sont élevées pour constater une dépossession des conseils communaux, des mairies, de leurs attributions. Est-ce que dans le cadre de la convention qui a été établie, le juste milieu a été trouvé? Parce que la mairie de Cotonou, par exemple, estime que la construction des marchés relève de ses prérogatives. La gestion des marchés relève des prérogatives de la commune. Donc, est-ce qu'un État qui trouve que la commune peine, d'abord à aménager les marchés, à construire les marchés qu'il faut, n'y arrive pas, et qui, donc, a des problèmes pour mobiliser les ressources qui vont lui permettre de faire l'entretien de ces infrastructures, est-ce qu'on laisse la mairie à son sort ou bien l'État vient au secours de cette mairie-là? Je vais donner quelques exemples. Quand nous mettons en place des projets urbains, le PORAD, le PUGEMU, le PGUD, le PRGU, je peux remonter plus loin. Ça fait 40 ans qu'on fait des projets urbains avec les partenaires au développement, la Banque mondiale, l'Union européenne et consorts. On voit l'État construire des voies, paver des voies, paver des trottoirs, aménager des caniveaux. Et ensuite, quand l'État finit par passer la main à la commune pour l'entretien. Pourtant, la voirie urbaine est du ressort des communes. Quelle différence il y a? Quel mal il y a à ce qu'un État décide d'accompagner vigoureusement par un investissement massif une commune, quitte à lui donner la main après, puisque aucun État n'ira percevoir des taxes, parce que c'est la loi qui fixe l'impôt et les taxes sur un marché qui est bien aménagé, qui rapporte plus d'argent, va rapporter de l'argent à qui? Je pense qu'il faut qu'on soit un peu plus sérieux. Oui, mais est-ce que la Convention aujourd'hui permet tout au moins de régler l'État a proposé un cadre, une convention cadre. Et je l'ai dit tantôt, l'État est en train de conduire les études. Et nous sommes en train d'associer aujourd'hui les communes. C'est l'objectif de la réunion d'aujourd'hui. Nous sommes en train d'associer les communes avant la finalisation de ces études-là pour être sûr que leurs priorités, leurs attentes sont prises en compte. Nous disons que dans le cadre de cette convention, l'un des engagements de l'État est d'accompagner, de contribuer à la mobilisation des ressources. L'État a presque fait ça déjà. Et ensuite, de conduire, d'associer intimement les communes dans la conduite de ces projets. Et on dit dans le même cadre que la commune a pour engagement de libérer, de mettre à disposition le terrain, de participer financièrement. Ça peut être symbolique, ça peut être 1% ou 5%, comme on le voit dans les projets financés par les partenaires, mais c'est l'État qui emprunte. Quand on dit un projet financé par la Banque mondiale, c'est le gouvernement du Bénin qui met en œuvre un projet. Donc ce qu'on décrit aujourd'hui, ça s'est toujours passé. Nous avons vu l'AFD financer le marché de Wando, financer le marché Azeke de Parakou. Est-ce que quand on a fini, est-ce que l'État a gardé ces marchés-là pour lui? Non. C'est comme ça qu'il faut que les choses se passent. Vous avez vu quand l'Europe s'est effondrée, le président Sarkozy, ils se sont réunis, ils ont défini un nouveau plan Marshall pour que l'État arrive avec des investissements massifs pour soutenir les villes et les communes et le secteur privé. C'est ce que le gouvernement est en train de faire. Et sincèrement, je l'ai dit au début, il n'y a pas 1 centimètre carré du Bénin qui n'appartienne pas à une commune. Alors pourquoi se fait-il que c'est une commune spécifique qui pose le problème sur un secteur spécifique, celui des marchés,
puisque par ailleurs, nous sommes en train de faire d'autres choses. Oui, Ou sur un secteur spécifique, celui de la gestion des déchets. Monsieur le ministre, on ne peut pas nier les arrière-pensées politiques. Vous avez entendu, ce n'est pas moi qui l'ai dit, le chef de l'État dit, ne faisons pas de la politique. Encore moins moi. Vous me connaissez certainement pas de chapelle, je travaille. Merci. Voilà, nous allons sans doute revenir aux questions des téléspectateurs. Voilà ce téléspectateur qui me demande si les chantiers qui seront ouverts dans ces communes vont démarrer simultanément ou bien il y aura une question disons, de rotation. Est-ce qu'on va passer d'une commune à l'autre? Dans les communes, dans l'ensemble des communes, ça va démarrer simultanément. Parce qu'il faut conduire tout ça de front. Mais sur le territoire d'une commune, il y aura une planification en phase pour que toute la ville ne soit pas bloquée en même temps par les travaux. Mais l'ensemble des villes va démarrer en même temps. Alors, on a dit qu'on va asphalter les voies. On sait qu'il y a des localités qui s'appuient sur leurs ressources locales en termes de matériaux pour revertir les voies. Est-ce que dans la politique que vous allez mettre en place pour le compte de ces chantiers, vous allez constater par exemple que dans des zones où il y a des matériaux qu'on peut exploiter, ce qu'on a appelé la méthode IMO, est-ce que vous allez vous appuyer sur ces matériaux-là pour inscrire peut-être une marque et l'identité locale à travers la réalisation donc, de ces infrastructures? Autant que faire se peut. Autant que faire se peut. Pas l'IMO pur et dur, à savoir l'intensité, les travaux à haute intensité de main-d'œuvre, comme on le dit systématiquement, parce qu'on a choisi ce mode-là pour régler un problème à un moment donné. Mais vous avez tous constaté que techniquement, ça pose beaucoup de problèmes. Parce que la haute intensité de main-d'œuvre ne fait pas forcément intervenir les engins qui font du bon travail et qui assurent la durabilité des infrastructures. Mais il y a des composantes de ces projets-là qui vont être affectés à des IMO. Si on est dans la zone où on produit du granit concassé, puisque je prends cet exemple, pour dire que les voies revêtues aujourd'hui peuvent l'être également fondamentalement avec ça, oui, nous rechercherons les meilleures solutions économiques, les meilleurs choix technico-économiques les plus optimales. C'est ce qui sera fait dans le cadre de ce projet. Alors, revertir les voies aussi, les asphalter, c'est peut-être se tourner vers les bitumes ou peut-être les pavés aussi? Exact. Asphalter, il y aura du bitume. Il y aura des pavés. Il n'y aura que du bitume? Il n'y aura pas que du bitume. Parce qu'il y a aussi à ce niveau-là une question de choix. On a entendu dans ce pays certains dire que les pavés ne sont pas forcément l'option la mieux partagée. Oui, vous savez, les pavés, c'est du béton. Le bitume, c'est différent. Mais les deux sont assez proches. Le pavé est plus adapté sur certains sols, notamment les sols hydromorphes, tout le monde le connaît. On n'avait pas forcément besoin d'amener le pavé partout. Parce que là où les tassements différentiels sont intenses et bougent beaucoup, il vaut mieux ne pas mettre du bitume là-bas, parce que chaque fois, vous serez obligé de reprendre votre bitume. Ces choses seront corrigées. Mais nous n'excluons pas les pavés. Nous utilisons également du bitume et nous allons paver nos trottoirs avec des pavés spécifiques qui se permettent de marcher aisément, parce que si vous marchez et que vos talons rentrent dans les trous du pavé trièvre, c'est forcément pas agréable pour les dames. Ça, c'est un exemple en passant. Et nous pourrions même différencier des zones par des couleurs. Quand vous rentrez dans telle zone, vous saurez que dans cette zone, les pavés sont rouges, les trottoirs sont rouges, ailleurs les trottoirs sont verts, ou telle ville a choisi telle couleur. Nous allons travailler de façon esthétique et nous essayer de rendre le Bénin et notre cadre de vie beaucoup plus agréable à vivre. Voilà, Monsieur le ministre, vous êtes le tout premier invité dans cette lucarne, dans cet espace que nous avons choisi sur le RTB pour mieux faire comprendre, pour mieux faire savoir ce qui se fait au niveau du pouvoir exécutif. Nous sommes quasiment à la fin de cette émission. Votre conclusion? Alors, ce que je voudrais dire, c'est que je comprends fondamentalement l'impatience
de nos populations parce que notre cadre de vie est dans un état tellement dégradé que nous avons envie que les choses aillent vite. Mais je voudrais les rassurer que c'est parce qu'on veut bien faire et que ça prend un peu de temps. Le gouvernement, comme je l'ai dit, s'est mobilisé très rapidement, s'est mis au travail, a paru aux urgences. Aujourd'hui, dès la première semaine que moi j'ai commencé à travailler, je me suis porté sur la plage d'Apapa de Domé, il y avait là l'érosion côtière qui frappait. Mais depuis 2 mois, le gouvernement a signé un contrat pour régler définitivement ce problème d'érosion côtière à Cotonou. Le lancement sera fait, les travaux vont commencer. Ça, c'est l'urgence, ça. Et depuis ce temps, les 125 km de côte du Bénin sont en cours d'étude. Et nous allons protéger Ouida, nous allons protéger toutes les zones critiques, Togbin, Grand Popo, et partout, pour que définitivement on ne revienne plus sur ça. Donc, dans le même temps qu'on traite l'urgence, nous préparons l'avenir par des études solides. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et il faut trouver le moment idéal, quand les études sont prêtes, quand vous êtes prêts à passer aux choses sérieuses. Je ne vais pas dire que les études ne le sont pas, absolument, mais aux choses visibles, si vous voulez, pour commencer à parler. C'est quand vous avez fini, on dit que l'aveugle qui dit que je vais vous jeter la pierre, il a déjà le pied sur la pierre. Donc il a fallu quand même créer des conditions qui rassurent les projets, comme la mobilisation des financements, comme les études à faire pour commencer à annoncer que les choses sérieuses vont commencer. Et je suis persuadé que quand ces travaux vont commencer, l'impatience, les peines liées à certaines opérations assez douloureuses vont être rapidement oubliées. Et nous serons ensemble pour constater que notre cadre de vie a été en 5 ans profondément transformé dans le sens positif. C'est le message que je voudrais. Merci, Monsieur le ministre. José Donato, premier invité de la tribune du gouvernement, merci d'avoir partagé ces moments avec nous, d'avoir accepté cet exercice d'explication et de sensibilisation. Je crois que les télévisateurs vous ont suivi. La preuve, ces questions, ces nombreuses contributions que nous n'avons pas pu épuiser, c'est qu'en 2 minutes d'émission, j'espère que nous aurons encore l'occasion de revenir sur les autres projets du gouvernement qui vous concernent directement. Merci en tout cas d'être venu. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. À très vite.